Bonjour à tous et bonne année, hein, ça se fait. Avant de vous laisser avec ce podcast sur la Nouvelle-France, que j'espère que vous allez apprécier, en tout cas mon invité et moi, qui se présentera tout à l'heure, vous verrez que on a bien aimé. C'est la première partie d'une série qui, à mon avis, va être assez longue. Cependant, j'avais envie de vous faire un message qui, à mes yeux, est important. Comme vous le savez, ou pas d'ailleurs, je suis sculpteur. Hein. Ce que vous voyez derrière moi, là, ce sont des figurines que je sculpte. J'ai monté une nouvelle chaîne qui s'appelle Ultima Ratio Miniatures, sur laquelle en fait j'ai commencé à poster des tutos et que je vais continuer à alimenter pour me faire connaître en tant que sculpteur. Avec de futures évolutions par la suite, etc., où je vais essayer de vendre mes créations. Donc voilà, c'est pour vous demander si vous voulez filer un coup de main à ce vieux colonel. Allez sur ma chaîne, partagez, faites connaître mon travail et ça me filera un sacré coup de main. Je vous remercie par avance. Surtout, ne vous laissez pas avoir par le reste de ce monde qui est en train gentiment de partir en couille, mais c'est pas grave, hein. Nous sommes catholiques et nous avons l'espoir, et j'ai l'espoir. Donc merci à tous par avance, et j'espère que le podcast qu'on vous a préparé avec mon cher invité surprise, je vous le dévoile pas encore, certains connaissent, mais vous allez voir que on parle de notre histoire de France. J'avais envie de faire cette émission, vous le verrez plus tard, je l'explique aussi, parce que voilà, le moment est assez dramatique, et ma foi, dans ces moments-là, moi je retourne dans mon histoire de France. Merci à tous. Bon podcast. Bonjour à tous, ici le colonel Von Hagen et nous allons faire une émission un peu spéciale. Alors pour mon invité et moi, c'est la deuxième fois qu'on l'a fait, mais pour vous ce sera la première. Et mon invité, c'est une c'est une rareté sur le cercle Richelieu. Il nous vient d'outre-Atlantique. Bonsoir Alexandre, tu vas bien? Bonsoir colonel, bonsoir tout le monde. Oui, oui, ça va bien, ça va bien. Alors vous doutez à son accent qui vient pas du Gers. D'où que tu nous viens Alexandre? Moi, je viens du Bas-Saint-Laurent, pour être plus précis, dans la région de la MRC des Basques, et non, je ne suis pas basque. C'est seulement le nom qu'on a donné à la région. C'est un endroit, c'est plus à l'est du Québec, puis c'est sur le long du fleuve Saint-Laurent. Voilà. Un authentique québécois. Alors avant qu'on enregistre l'émission, on a passé quasiment une bonne heure à crisser sur la map. Et quand on est français et qu'on regarde la carte, mais ne serait-ce que la carte du Québec, bon, on est parti jusque dans le Klondike, mais ne serait-ce que la carte du Québec, c'est déjà Ouais, bien. on s'est égaré un peu. Quoi, c'est beau le Klondike. Hey, il fait froid, mais... Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est juste gigantesque. C'est juste gigantesque. C'est tout vert. Il y a plein de lacs. On dirait une éponge. Mais, mais c'est sympa. Et alors, de quoi on va causer ce soir, Alexandre? Ce soir, on va parler de Samuel de Champlain. Plus précisément du début des premières colonies en Nouvelle-France. C'est ça. Les premières colonies en Nouvelle-France. Alors, on avait initialement fait une sorte d'émission d'introduction, mais bon, on s'est dit qu'on avait discuté pendant 2 heures, parce que vous allez voir, Alexandre, il est bavard quasiment autant que moi, voire plus, enfin je sais pas, Ah ouais, quand même! on doit se tenir à peu près tous les deux. Et la Nouvelle-France, personnellement, c'est un sujet qui me tient à cœur, il y a pas mal de royalistes qui aiment ce sujet, mais bizarrement, c'est un sujet qui est assez peu abordé.
Et c'est dommage, parce que c'est une belle histoire française. Et oui. Et c'est une longue histoire française. Oui. Alors, peut-être on pourrait encadrer de manière temporelle les premières explorations françaises en Nouvelle-France. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Tu veux que je me lance ou... Oh bah, c'est quand même toi le spécialiste. Je connais un peu le sujet, mais enfin, je suis pas non plus un grand spécialiste. Ben, je pense que tout le monde connaît la première expédition de Cartier. Là, on parle de 1534, quand il arrive en Nouvelle-France. Ensuite, il y a eu d'autres expéditions secondaires, mais il n'y a pas eu de colonie qui a été établie. Il y a eu un premier contact avec les Amérindiens qui a été établi, mais il n'y avait pas de pied à terre. Les Français n'avaient pas de colonie pendant près de 60 ans en Nouvelle-France. C'est juste à l'arrivée de Champlain qu'on va avoir les premières colonies. Voilà. Et le voyage de Cartier, c'est un voyage d'exploration. Hein. Oui. C'est un voyage de reconnaissance presque, hein, qui est fait à l'instigation de François Ier. Mm-hmm. Cartier est né à Saint-Malo. Apparemment, il aurait. Alors, je regarde mes notes, hein, je connais pas ça par cœur malheureusement. En 1524, il aurait accompagné un certain Giovanni da Verrazzano. Ils ont reconnu le coin, puis en 34 il revient. Et il y reste de 1534 à 1542, à peu près. Et là il va sacrément... il va faire du cabotage principalement. Il s'enfonce pas trop dans les terres, hein, si je me rappelle bien. Non, il reste toujours le long des côtes. Ben, c'est une question aussi d'approvisionnement, puis tant que tu n'as pas de colonie établie, tu veux pas trop te perdre dans les bois au Québec, disons. Oui, d'autant que les bois au Québec, tant que t'as pas d'appui, c'est comment dire, ne serait-ce que la nature ne te pardonne rien, on est d'accord. Non, effectivement. Et on va le voir aussi avec la première colonie, Oui. En fait la deuxième colonie de Champlain, que la nature ne pardonne pas. Et est-ce que Cartier fait quelques contacts avec les sauvages à cette époque-là? Oui, il fait premier contact avec les Amérindiens de la région de la Gaspésie. Là, on n'a pas de map, mais la Gaspésie, c'est à l'extrême est du Québec. Ouais. C'est la pointe du Québec qui ressemble à une espèce de visage de profil. Ouais. Puis c'est le premier contact qu'il y a avec les Amérindiens, puis c'est là qu'il va planter aussi la croix au nom du roi de France et du royaume de France. Ouais, la croix à Pointe-Penouille. C'est ça? Et apparemment... Ah, ça va fâcher un peu un chef. C'est Donnacona. Oui. Ça va fâcher au début. Mais après ça, je veux dire, les contacts restent amicaux au début. Il n'y a pas de... ça n'a pas déclenché de guerre ou rien. Il n'y a pas eu de bataille entre les Français et les Amérindiens. Mais bon, faut dire que, comme n'importe qui, tu arrives sur le territoire à quelqu'un, tu plantes une croix. Bon, quand tu connais pas, ça peut froisser un peu. Ça leur disait pas grand-chose. Non, c'est ça. Alors, c'est les Indiens Micmac, hein, les premiers Indiens qui le rencontrent. Alors, je m'étais laissé dire d'ailleurs que les Micmacs avaient gardé des traces de la langue française. Tu me confirmes ça? Oui. Puis peut-être qu'il faudrait dire aux gens aussi, parce que peut-être que dans l'inconscient des gens, bon, les Amérindiens en Nouvelle-France, c'est toutes les mêmes. En fait, il y a plusieurs tribus sur le territoire de la Nouvelle-France, autant à l'extrême nord qu'à l'extrême ouest. Puis les Micmacs sont spécifiques à la région de la Gaspésie, à l'extrême est du Québec. Ouais. Et a priori, les Micmacs sont plutôt sympas avec les Français quand ils les rencontrent. C'est pas... Oui. Enfin, il n'y a pas une méfiance particulière. C'est assez surprenant d'ailleurs. Puis si on peut, si je peux m'aventurer peut-être, on va dire dans la conspiration,
C'est moi Bien qui sûr. colonel, hein. On est beaucoup dans la conspiration. Probablement que ça serait pas les premiers Européens que les Micmacs auraient vus. C'est peut-être pour ça aussi qu'il n'y avait pas d'hostilité quand ils Alors, les ont vus la première fois. bah, sans que ce soit trop une conspiration, on peut parler des choses qui sont académiquement approuvées, comme l'ensomidose. Oui, oui. Bon. On peut se dire que peut-être il y aurait pu avoir des voyageurs de l'Europe du Nord qui seraient descendus, parce que on parle toujours de Terre-Neuve puis du Labrador, mais rien ne nous dit pas qu'ils auraient descendu un peu plus bas puis qu'ils n'auraient pas eu des contacts avec les Micmacs, justement, ou les Amérindiens de Oui, l'Est du Québec. il y a de grandes chances. Après, c'est vrai que bon, on va peut-être pas rentrer là-dedans trop, mais Non, non. tout ce qui est archéologie alternative, il y a des choses qui, moi en tout cas, m'avaient paru assez cohérentes quant à des découvertes liées aux hommes du Nord, qu'on appelle communément les Mhm, Vikings. mhm, A priori, ça serait pas étonnant qu'il y ait eu que les Vikings, avec leurs embarcations relativement légères, auraient, enfin, les long skips peuvent très bien avoir remonté pas mal de rivières, fait du mhm. cabotage le long de la côte. Ça, y a rien de bizarre là-dedans. Non. Puis si on veut être, puis là on est dans le académiquement correct, Mm. les pêcheurs basques. Oui, Je veux dire, ma région s'appelle la MRC des Basques. C'est pas pour rien, c'est parce qu'il y avait beaucoup de pêcheurs basques qui se rendaient jusque dans mon coin mm. pour faire le dépeçage de baleines, puis passer l'hiver sur l'île. Oui, tout à fait. Puis ça, on a retrouvé quand même de l'équipement de navigateurs basques sur l'île, donc Ouais. Bah, oui. C'est vrai que très souvent on a tendance à croire que à partir du moment où les gens ont pas un GPS, ils savent pas faire, mais je pense qu'ils savaient mieux faire que nous c'est à bien clair. des égards. Donc on va passer on va passer sur la période quartier parce que finalement bon, elle est intéressante parce elle permet d'initier quelque chose, mais Mhm, en réalité la, la vraie comment dirais-je, le début de l'aventure c'est plutôt vers la fin de la période mhm, quartier a priori, ouais. puisque c'est Jean-François de Larocque de Roberval, Oui, hein, c'est ça, hein. de Roberval. Roberval, en plus, qui est un- une municipalité dans le coin de Montréal. Ah oui, Beaucoup des municipalités, des villages sont nommés aussi avec le nom des premiers explorateurs, les premiers commandants. ouais. Tous les personnages importants de la Nouvelle-France ont leur petit patelin nommé Mm. avec leur nom. Et donc il va utiliser 5 navires, dont la Grande Hermine. Il y a une très belle chanson là-dessus. Oui. La Grande Hermine, l'Émerillon, le Saint-Brieuc et le Georges. 1500 personnes voyagent avec lui et il va traverser pendant 3 mois. Euh, et donc en fait ils vont commencer à faire le premier établissement permanent, c'est ça, on peut appeler ça comme ça. Mhm. Ouais, ouais. D'accord. On peut pas parler de colonies vraiment parce que c'est Non, pas des habitants qui font pousser du blé ou qui s'installent vraiment là pour y vivre. Là. bah, ils dépendent beaucoup des approvisionnements enfin, du De la France. continent de la France, hein. Oui, oui, oui. D'accord. Donc après la période Cartier, on va rentrer directement dans la période Champlain. Donc la période de Champlain, c'est bien plus tard. Alors rapidement, qu'est-ce qui se passe entre 1542 et 1604, c'est-à-dire officiellement l'arrivée de Champlain? Il y a plus de colons, c'est abandonné, ou il y a encore quelques Européens qui sont encore sur les lieux? Ça, ben, c'est dû, je sais pas comment le dire en français, je vais utiliser un terme anglais, c'est du in-out. Ouais. C'est les gens viennent et repartent. Euh, Puis Oui. ils commencent à avoir des contacts avec les Amérindiens pour la traite des fourrures déjà. Ah, déjà à cette époque-là? Oui, ben ça a commencé un peu avant Champlain quand même. Ah d'accord, je pensais que c'était un phénomène qui arrivait plus tard, moi. Et alors du coup, on est au début des premiers coureurs des bois alors.
Je sais pas si on peut vraiment les appeler comme ça, mais ouais, à défaut d'autres noms, on va les appeler les coureurs des bois. Oui, des sortes de proto. Des Oui, proto oui. coureurs des bois. Alors peut-être que là, c'est le moment, avant qu'on s'engage sur Champlain, de justement Ouais. parler des coureurs des bois. Parce que ce sont des gens, ce sont des personnages hauts en couleur qui vont avoir une importance capitale dans l'histoire de Québec, non? Ben, en fait, c'est pas compliqué. Pas de coureur des bois, aucune colonie, Montréal n'existe pas, Québec n'existe pas, la Nouvelle-France n'existe pas. Voilà. Fait que, oui, c'est pour nommer l'importance de ces gens-là. Alors on pourrait s'amuser également à battre en brèche quelques lieux communs. Non, le coureur des bois n'est pas un gros barbu. Oui, effectivement. C'est l'image qu'on a souvent du coureur des bois, mais non, non. Non. Pour quelle raison? Euh, Ça, je crois que c'est toi-même qui me l'avais appris. Je savais Ah, qu'ils pardon. n'étaient pas des gros barbus, mais je ne savais pas pourquoi exactement. Mais si tu passes ta vie dans le bois, tu veux pas nécessairement avoir une grosse barbe. Alors C'est déjà, c'est de l'entretien. déjà la barbe, c'est une bonne source de vermine certainement, mais c'est aussi, alors ça Oui. c'est un ami à moi historien qui me l'avait appris, c'est parce que tout simplement les Amérindiens ils aiment pas la barbe. Il y a assez peu de... D'ailleurs je crois pas avoir jamais vu un Amérindien barbu. Mais les seuls Amérindiens qui vont avoir de barbus, c'est les Métis qui Voilà, sont mélangés avec des Européens. c'est ça. Donc, mais oui, même encore aujourd'hui, si vous allez sur les réserves, Bah euh, non, ils ont pas, ce sont des gens imberbes quoi. Donc du coup, mais ils sont d'origine asiatique, en fait, les Amérindiens, quand tu y penses. Donc, bah, il paraît, ouais, ça fait du sens, ça. Oui. il paraît. Ce qui paraît. Oh, là aussi, on pourrait rentrer dans l'archéologie alternative, mais bon. Et Non, ce n'est pas les Sénégalais, les premiers habitants de la Nouvelle-France. Je tiens à le préciser. je pensais pas à ça. Alors par contre, c'est les coureurs des bois sont effectivement des chasseurs, des, euh, des comment dirais-je, des pisteurs, etc. Mais Oui, ils font énormément de commerce avec les oui. Indiens et avec les Amérindiens. Et les Amérindiens, en fait, ont besoin d'avoir des interlocuteurs en qui ils peuvent avoir confiance. Et si tu te pointes avec ta Mhm. barbe et que t'es tout dégueulasse, bah tu feras pas du commerce avec les Amérindiens. Ouais. Faut aussi dire que les coureurs des bois, souvent vivaient, étaient presque devenus des natifs du territoire. Ils, ils- ils vivaient avec les Amérindiens à l'année longue. Hmm. C'était pas, ils faisaient pas 2 mois sur le territoire puis ensuite ils repartaient en France. Là. Il y en a qui ont passé leur vie au complet sur Tout le à fait. territoire avec les Ah, Amérindiens. et puis c'est compréhensible. C'est-à-dire que la nature étant exigeante, les animaux sauvages, etc., et les Amérindiens, t'as plutôt intérêt à vivre sur le terrain si tu veux vraiment être un spécialiste du terrain quelque part. Ouais. J'ai envie de dire aussi le parallèle, autant Cartier et compagnie, c'était les explorateurs des mers, les coureurs des bois, c'était les explorateurs de la terre, en fait. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, C'était souvent des cartographes aussi. Hein. Ouais. oui, alors ça aussi peut-être, on peut aussi l'évoquer. C'est bon, déjà ils vont servir de guide tout au Mhm. long de l'histoire de la Nouvelle-France. Mhm. Et ce ne sont pas c'est pas des rednecks avec deux de QI. Non, Faut- effectivement, non. il faut aussi battre en brèche ça. C'est que, comme tu le disais, ce sont des cartographes. Ils parlent souvent plusieurs langues. Parce que les Oui. Amérindiens, ils parlent pas qu'une langue. Donc, comme je disais, il y a plusieurs tribus amérindiennes, donc non, ils ne parlent pas toutes. Il y a deux souches, en fait, deux souches de langue. T'as l'Iroquoien, puis t'as l'Algonquin. Mais l'Algonquin se divise en, si je me trompe pas, 15 sous-langues. Ouais. Puis l'Iroquoien, c'est la même chose aussi. Fait que, Ouais, on est quand même sur une vraie, comment dire, une vraie culture, quoi. Ça. oui, On a, d'ailleurs, ils ont certainement des traditions communes, mais ils ont aussi des traditions particulières d'un peuple à l'autre.
Oui. Ben, ça va souvent avec leur mode de vie, s'ils sont sédentaires ou nomades aussi. Ouais. Il y a Mm. ouais. Alors du coup, est-ce que t'as un peu, parce que je connais un peu ton histoire personnelle. euh, tu es particulièrement lié au coureur des bois. Est-ce que tu veux nous en parler? Oui, ben dans le fond, moi, ma famille, des deux côtés, sont dans les premiers colons de la Nouvelle-France. Euh, et de par mon histoire personnelle, en fait, mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, et etc., etc., étaient tous des bûcherons ou justement des trappeurs-chasseurs. Alors Donc, ouais. tu dis quand même trappeur parce que c'est un terme anglais quelque part. Oui, oui, je sais pas si, en fait, il y a un équivalent en français. Euh, Ouais, piégeur, chasseur piégeur, mais ouais, mais ça va pas oui, avec. mais Oui, oui. on dirait que ça se dit mal. je Non, sais non, pas pourquoi. je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Bon, c'était des chasseurs hors pair et le terme coureur des bois va très bien en fait. Il parcourait les bois quoi. Ouais. Oui, parce que ça englobe plusieurs métiers. Tu sais, comme on disait, il était extrêmement versatile, là, que ce soit parler des langues, être cartographe, être marchand. Il faisait un peu de tout. Là. Donc, Alors, moi, on ouais. m'avait expliqué qu'ils n'étaient pas tant chasseurs que ça. Il y avait apparemment, il y avait une sorte de particularité chez certains chasseurs des bois. Ils étaient plus des négociants que des chasseurs. Est-ce que tu me confirmes ça? Je confirme que oui, mais veux pas, à vivre avec les Amérindiens du territoire, tu deviens un chasseur. De Oui, fait. oui, de toute façon. Ouais. En Ouais. fait, t'as pas le choix. Oui, parce que bon, il faut aussi se nourrir et ils vont pas non plus Ouais, te nourrir. ouais, ouais. c'est pas, Mais c'est pas, c'est pas le genre des Amérindiens. Quoi. non, non. T'allais dire quelque chose, je t'ai coupé. Non, 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 mais t'as tout à fait raison. L'image de. Il était que des chasseurs, c'est en partie fausse. Je sais pas d'où, en fait, cette image-là nous vient. C'est Bah, peut-être mal expliqué. Je moi, sais pas. j'ai l'impression que pour ceux qui savent ce que c'est, enfin, qui ont un peu entendu parler des chasseurs, des coureurs des bois, on les confond souvent avec les trappeurs nord-américains de l'après Nouvelle-France. Et l'image qu'on a, c'est des mecs comme Davy Crockett, qui est un trappeur, mais qui a Oui, rien à oui. voir avec notre histoire en fait. Oui, ben, il y a quelque chose à voir, c'est que Davy Crockett aurait probablement des origines françaises, mais ça, c'est un autre débat. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que dans l'image populaire, le coureur des bois, c'est le trappeur, quoi. Alors que Ouais. c'est pas ça. Pas vraiment ça. Est-ce qu'on les appelait les montagnards aussi? Parce que j'ai souvent entendu ce terme. Pas nous. Nous, c'est pas un terme qu'on a utilisé. C'est On plutôt fait dans... vraiment la différence. Pardon. C'est probablement plus aux États-Unis, en fait, C'est ça, hein. que ce soit dans les Appalaches, Ouais. les chaînes de montagne plus au sud. Mm. Mais non, non. Nous en Nouvelle-France et au Québec, on n'appelle pas ça des montagnards. Non. Non, mais il me semblait pas non plus. Donc voilà, le coureur des bois, hein, c'est cet aventurier français en fait qui va explorer les forêts, qui va lier des contacts avec les tribus. Alors peut-être que là on peut enchaîner sur les tribus aussi. Juste, Oui. oui, oui, juste pour finir sur le sujet Mhm. des trappeurs, chasseurs des bois, il y a un livre qui explique vraiment bien tout ça, puis qui démystifie un peu le coureur des bois, un peu comme on vient de faire. Ouais. Ça s'appelle Ils ont parcouru l'Amérique. Euh, c'est un livre québécois, mais je pense que vous le trouvez en France aussi, c'est un gros succès. Faudrait que je pense à le mettre en description, en lien, on y pensera à la Oui, fin. oui. Mais, ouais, Ils ont parcouru l'Amérique. Alors ouais. je l'ai pas lu, je tiens à le dire. C'est très intéressant. Ouais. Et alors, pour ce qui est, donc, on a parlé des Micmacs, on a parlé des Iroquois, on n'a pas encore parlé des Wataway, mais il y a. Peut-être qu'on pourrait faire un tour d'horizon dans un premier temps Les des Premières grands. Nations, ouais. Ouais, puis des grandes familles. Il y a la Confédération iroquoise, qui regroupe Mhm. plusieurs peuples, plusieurs tribus. Mhm. Après, qu'est-ce qu'on a? Ah, si
si on parle vraiment des Iroquois, t'as les Mohicans, comme vous connaissez là, Le le dernier. film Le Dernier des Mohicans, oui, oui. Le Et dernier. ce n'était pas le dernier, en fait, mais bon. Mais non. Les, donc, les Mohicans, les Ojibwe, les Panay. Désolé pour la prononciation, hein, je suis pas un linguiste. Je ne parle pas l'iroquoien ni l'algonquin. D'accord. Euh, C'est pas grave, on t'en veut pas. Tu parles français déjà, c'est pas mal. ouais, c'est une bonne chose. Hein, on n'a pas été totalement assimilés. Sinon, comme sur le territoire du Québec, on a les Cris Ah oui. qui se trouve dans le territoire de la baie James, qui est plus à l'ouest, au nord-ouest du Québec. Mhm. Ah oui, d'accord. Euh, ouais, moi dans ma région, d'où ce que je viens, puis au Nouveau-Brunswick un peu, qui se trouve être la frontière euh, avec le Québec, qui Ouais. est une autre province canadienne. Mhm. T'as les Malicites, Ouais. on a les désolé, là, Mhm. j'ai un peu de la misère C'est pas grave. à tout me retrouver. Hein. Parce qu'on a les. Euh, Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? En Nova Scotia, quand les premiers qui auraient débarqué par là-bas, ils auraient rencontré quoi? Nouvelle-Écosse, Oui, pardon. Nova euh, Scotia. Nickel. Une Nouvelle-Écosse, c'est encore une fois des Algonquins. On ne parle pas d'Iroquois D'accord, dans donc cette région-là. on peut estimer que pour ce qui est du Québec, sur toute la façade atlantique, en fait, c'est de l'algonquin principalement. En fait. Oui, oui, le territoire au complet de la Nouvelle-France, ce n'est que d'Algonquins. Les Iroquois sont Plus sur le bas. territoire États-Unis, nord des États-Unis. Vermont, Connecticut, New York, ce coin-là. D'accord. Maine, Vermont. Ouais. D'accord. New York, ouais. Ouais, et puis plus on descend vers Détroit, le lac Erie, bon, on a le lac Huron. J'imagine que c'est parce qu'il y avait des, c'est parce qu'il y avait des Hurons. Ouais, ouais, Les Eриers aussi, c'était une nation ouais, indienne. ouais. Hmm. Euh, Est-ce qu'on Est-ce que parle? tu voulais parler des alliances ou c'est un peu Bah non, non, plus compliqué? on peut commencer aussi là-dedans parce que quand Champlain arrive, on va repartir sur Champlain après, mais quand Oui, Champlain oui. arrive, si je ne m'abuse, finalement les Indiens, on va dire les Amérindiens pour être un peu plus les First Nations, Oui. euh, ils sont comment dirais-je, ils sont pas forcément alliés à qui que ce soit à ce moment-là. Non, non, pas quand pas quand Champlain arrive. Euh, les, 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 les alliances vont se faire par la suite, euh, à la suite de la bataille du lac Champlain, qu'on va parler Oui, un peu plus tard. mm, Ouais. d'accord. Et par contre, les nations indiennes, elles, se font la guerre. Ah oui, ben, comme on a retrouvé en Amérique du Sud, puis au sud des États-Unis, les nations amérindiennes, euh, c'est pas la paix dans le monde, puis c'est pas des hippies, hein, comme certaines personnes pourraient penser. Il y a c'est de la guerre constante, de l'esclavage aussi, Ouais, puis du sacrifice humain. Euh, oui. Ah ouais, oui, c'est, ça énerve tout le monde en général. Bon, mais on a un professeur américain qui a pas mal souffert lorsqu'il a déclaré que les Anasazi étaient très certainement cannibales. oui, mais écoute, c'est un fait. Je veux dire, Oui, c'est un fait. ouais. Mais quand tu discutes avec des historiens là, ça ne les choque pas. Hein. Il y a Non? juste nous que ça choque. Ben, quand je dis nous, je dis pas Oui. toi et moi, là, Non, mais ouais. non, ça nous choque pas. Puis c'est normal. Enfin, ce sont des peuples guerriers. Ils ont ils ont une organisation de chasseurs et de guerriers, quoi. Enfin, Mhm. c'est pas des hippies, non, c'est loin d'être le cas d'ailleurs. Ben non. C'était pas rare que lorsqu'une une tribu gagnait une bataille sur une autre, les prisonniers étaient ramenés en fait et servaient d'esclaves.
Et Oui. d'ailleurs, ils étaient intégrés. C'était des esclaves, mais ils étaient intégrés à la nouvelle tribu, il me semble. Mhm. Hein, Mais il gardait un statut inférieur toujours, c'est ça. mais il vivait quand même avec le restant des gens. Puis souvent, il finissait par prendre des femmes Ouais. de la tribu même. Fait que, Ah ouais, vous avez une sorte d'assimilation. mhm. Très bien. Donc, Samuel de Champlain. Nous Oui. sommes en... Alors, Samuel de Champlain est né en 1570 à Brouage, en Saintonge. Hein. C'est Nouvelle-Aquitaine ou Aquitaine Non, non, Nouvelle-Aquitaine, ça n'existe pas. Ah, ça n'existe pas, excusez. Non, je crois que c'est un terme qu'ils ont inventé il n'y a pas longtemps. J'ai jamais entendu parler de ça. Ben, donc, seulement Aquitaine dans ce Ouais, cas-là. ouais, c'est bien. C'est bien, moi ça me va. Et, alors, dans ses mémoires, il dit que dès le plus jeune âge, il s'intéresse à l'art de la navigation et il a l'amour de l'océan. C'est pas... Ben, Oui, quand on vit sur les côtes atlantiques comme ça, c'est ça. C'est pas très c'est de étonnant. fait. Alors, en réalité, quand on s'intéresse à Champlain, c'est un personnage qui est auréolé de mystère. Déjà, dans ses journaux, il ne parle jamais de lui-même. Oui, effectivement. D'après ce que j'ai... Enfin, moi, j'ai lu que des extraits de ci et de là, mais de ce que j'ai cru comprendre, il a une façon d'écrire qui est très descriptive, très factuelle. Ça, C'est un peu, ouais, c'est un peu un genre de Darwin ouais, qui c'est découvre ça. des nouvelles espèces. Ouais. C'est dans le même style. C'est un peu dans le même style, ouais. Et ça a l'air d'être également un homme d'action. Hein, c'est pas Samuel de Champlain, c'est pas comment dirais-je, c'est pas un rat de bibliothèque. Hein, il est sur le terrain en permanence. Puis d'après la description qu'on nous en fait, il va au combat, il se bouge, quoi. C'est pas Oui. un tir au flanc. Euh, le, un des mystères en fait liés à Champlain, c'est sa naissance. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas trop d'où il vient. Alors, euh, son nom, Samuel, est tiré de l'Ancien Testament. Il naît dans un endroit où il y avait beaucoup de protestants, donc on pense, les historiens pensent qu'il est né protestant, mais par contre, on est sûr qu'il se convertit au catholicisme. Hein, puisqu'il y a un contrat de mariage qui date de 1610 entre Samuel de Champlain et Hélène Boulet, mariage qui d'ailleurs ne donnera pas d'enfant et il la verra très très peu parce qu'elle va rester je crois 4 Ouais. ans en Nouvelle-France et ensuite elle rentre vite fait en France et voilà, Oui. c'est ça. Hein. Il faut comprendre aussi que c'est extrêmement dur seulement vivre en Nouvelle-France à cette époque-là. Donc, Oui, ouais. ça paraît logique. Ouais. A priori il serait le fils de Antoine de Champlain, capitaine de la marine, et de Marguerite Leroy. Et donc, on déduit de ce mariage, on déduit son année de naissance qui serait vers 1570. Mais on n'a pas d'acte de baptême probant, on va dire. Non. Il y aurait une... En fait, il n'y a rien d'officiel, c'est ça qu'on peut dire. En fait. Non mais c'est quand même dingue, parce que c'est le fondateur de Québec, et on sait assez, finalement, à part ses journaux, on sait assez peu de choses sur... Alors, on sait des choses, quand même. J'avais envie de dire, il est tellement auréolé de mystère qu'on en a parlé plus tôt. Il n'y a pas d'illustration de lui, Voilà. de son vivant, à part une gravure. Mm. Puis c'est une gravure, c'est très basique, on va dire. Bah, apparemment, le portrait que l'on voit un peu partout, qui serait soi-disant soit Samuel de Champlain, ce n'est pas lui. Ça aurait été, d'après ce que j'ai retrouvé, il y a eu un historien, alors j'ai oublié son nom, qui a été mandaté pour trouver un portrait de Champlain. Et en fait, cette personne est allée dans les archives en France, a déniché un type qui, selon lui, aurait pu avoir la tronche à Champlain. Ils ont trafiqué la gravure, ils ont refait faire une gravure. Donc c'est du fantasme. Et la seule chose effectivement qu'on ait de lui, je crois qu'on la voit sur Wikipédia d'ailleurs, sur la page qui correspond à la bataille du lac Champlain, pardon. On a une gravure très basique
où on le voit avec une bourguignotte et une armure de l'époque en train de tirer à l'arquebuse. Ouais. Voilà. C'est Avec quelques flèches qui lui passent proche du visage. quelques flèches, t'es gentil. Il y a des flèches partout. Donc, bah, à la limite, la gravure est assez exacte dans la tenue, dans son Oui, costume. oui. Hein, puisqu'on peut s'attendre au début du XVIIe siècle à avoir ce genre de costume, une bourguignotte, Ouais. une cuirasse et puis les deux braconnières là qui descendent. C'était la Ouais. mode de l'époque. C'est très conquistador en réalité. Mhm. Puisque bon, beaucoup d'équipements étaient communs à toutes les armées européennes à cette époque-là, y compris les arquebuses. Et donc, on a un Samuel de Champlain qui va en fait, alors, dans ses premières aventures, hein, il va à 20 ans, à peine 20 ans, il fait son premier voyage vers l'Espagne. Et de l'Espagne, il va partir aux Antilles, en Amérique du Sud, il va à Porto Rico, au Mexique, en Colombie, aux Bermudes, à Panama. Enfin, c'est un aventurier né. Comme tu précisé, et comme tu viens de dire, il y avait seulement 20 ans. Ouais. Est-ce que vous pouvez vous imaginer C'est ça. quelqu'un de 20 ans aujourd'hui qui fait le parcours de Samuel de Champlain? C'est Ah bah ça arrive, hein, mais ils finissent décapités en Afrique au du Nord. Mali, oui, oui, non, c'est sûr, ouais, ouais, C'est- effectivement. Entre 1603 et 1635, il va effectuer 12 séjours en Amérique du Nord. C'est 32 ans d'exploration. Mhm. C'est impressionnant. Puis quand il faut compter que traverser l'Atlantique à cette époque, on parle de 2 à 3 mois, Oui. à peu près minimum pour chaque traversée. Et puis, Donc, fallait pas avoir peur en plus. Hein. oui, mais non, oui. Non, seulement survivre à une traversée de l'Atlantique, c'est quelque chose. Ouais. Et quand tu penses qu'il le fait plusieurs fois, C'est dément. C'est dément. ouais. Alors en 1602, Henri IV, alors là aussi, il y a une légende incroyable sur comment dirais-je, la relation. L'affiliation. Ouais, Ouais. la relation particulière entre Henri IV et Samuel de Champlain. Tout le monde est étonné par le fait qu'il soit soutenu à ce point-là par Henri IV. C'est comme on en a parlé, d'où là peut-être les rumeurs du fait que Samuel de Champlain aurait été Mm. un protestant ou un huguenot, comme vous dites, huguenot Ou un, français. ou un fils illégitime d'Henri IV. Aussi. Il y a eu Et cette là, rumeur. on rentre dans les. On rentre dans Complot Inc., là, j'ai envie de dire. Oui, c'est un truc à base de barbu et de tinfoilat. Alors, en 1602, Henri IV accorde à Samuel de Champlain le titre de géographe royal. Et Samuel de Champlain va négocier. Hein, c'est pas la moitié d'un. Hein, il va demander à avoir le monopole du commerce et des fourrures. Hein. Oui. Et en fait, il part avec un. Est-ce qu'on peut appeler ça un associé? Aymar de Chaste, pardon. Oui, on peut appeler ça un. Je crois même que le terme est exact parce que plus tard, il y a eu la compagnie des sans associés. Plus tard, ouais. Oui, Un peu plus tard, ouais. bien plus tard. Mais oui, oui. Et de ce que j'ai pu glaner, il passe son temps. Enfin, il passe son temps. Il voyage avec Aymar de Chaste. Hein, Oui. c'est des compagnons de fortune. Ils vont quitter Honfleur le 15 mars 1603 et il part sur les traces de Jacques Cartier, ce qui paraît logique. Mhm. Hein. Et donc ils vont explorer une partie de Saguenay. Alors Saguenay, ça se situe un petit peu au nord de l'embouchure du Saint-Laurent. Du Saint-Laurent. C'est un, Oui, oui. c'est un- C'est. Quand on parle du Québec, habituellement, euh, pour se situer géographiquement, on dit t'as le nord du Saint-Laurent puis t'as le sud du Saint-Laurent. C'est vraiment ça qui divise le Québec en deux. oui. Puis Saguenay, c'est un énorme territoire au nord du Saint-Laurent. Et c'est la rivière Saguenay qui remonte. Ah oui, c'est ça, ouais. C'est ça. Oui. Il y a une embouchure, c'est la baie Sainte-Catherine.
Mhm. voilà, embouchure avec le Saint-Laurent, et on remonte la rivière Saguenay jusqu'à un Ouais. lac. Jusqu'au lac Saguenay, qui est aussi un énorme lac. Puis à chaque année, habituellement, il y a la traversée du lac Saguenay qui se fait à la nage. Ah bon? Oui, oui. Puis je sais pas si tu vois visuellement le lac Saguenay Ouais, sur la map. je le vois, ouais, ça fait, Donc, ça fait mesurer la distance. Ah bah, alors, ouais, j'arrive pas à le mesurer. Enfin, c'est gigantesque en tout cas. oui, oui. On parle de plusieurs kilomètres, là. Voilà. Putain, mais je suis devenu autiste d'un coup là. Donc, ça doit faire 20. Ouais, pardon, ça fait 20 kilomètres. Mhm. Ils traversent 20 kilomètres à la nage, les gars? Oui, à chaque année, il y a la traversée du lac Saguenay. Bon, tu peux te douter que c'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Non. Ça dépend à quel temps de l'année, là, des fois. Là. Bah, c'est ce que j'allais dire, quoi, parce que c'est bon, c'est pas non plus la canicule par là-bas. Non, non, effectivement. C'est surtout Parce que ça. là, on commence à être un peu Ah bah dans le ouais, nord ouais. du Québec. Là. D'accord. Donc il va explorer tout ce territoire. Et alors, bon, déjà la première chose, c'est que explorant Saguenay, ah oui, il recherche la baie d'Hudson. Oui, C'est ça, hein. C'est oui, important la oui. baie d'Hudson. C'est extrêmement important, puis ça va être extrêmement important plus tard aussi, euh, quand il va y avoir la guerre entre les Français et les Anglais Ouais, pendant. sur le territoire. Ouais. Ouais, tout à fait. C'est un point stratégique extrêmement important, c'est ce que je veux dire. En fait, il pressent l'existence de la baie d'Hudson, mais il ne la découvre pas. Non, Ensuite, il va remonter le fleuve Saint-Laurent jusqu'à Hochelaga. Et Hochelaga, c'est. Hochelaga, c'est territoire sur l'île de Montréal. Voilà, C'est Saint-Louis, la voilà. partie est de l'île de Montréal. Et là, en fait, il s'aperçoit qu'il ne reste aucune trace de la population et du village amérindien qui a été visité par Cartier. Et le saut, le saut Saint-Louis. Alors, c'est quoi? C'est les rapides? C'est des rapides, le saut Saint-Louis? Ouais. C'est Ben, c'est une rivière, en fait. Là. ça qu'en fait, c'est quoi? C'est le bout du Saint-Laurent? Oui, Et ce sont des rapides infranchissables. C'est à cet endroit-là qu'on ne peut plus naviguer, qu'on doit faire du portage, c'est ça? oui. En fait, avec je crois qu'avec les navires de l'époque, ils pouvaient pas vraiment aller plus loin. Fait D'accord. que d'où là l'importance tout d'être en bonne relation avec les Oui, Amérindiens du territoire. mais c'est d'ailleurs ce qui va se passer, puisque les guides amérindiens vont lui dire qu'il y a trois grands lacs, donc le lac Mhm. Erie, Huron et Ontario, Ouais. et, euh, et il se dit qu'il va falloir aller explorer tout ça. Mhm. Euh, Aymar de Chaste décède en 1603, et euh, le lieutenant général de l'Acadie, puisqu'on a ça aussi, on pourrait peut-être expliquer l'Acadie. C'est quoi le territoire géographique de l'Acadie? C'est quoi à peu près? Territoire géographique de l'Acadie, ça se trouve à être aujourd'hui les régions du Nouveau-Brunswick, Mhm. de la Nouvelle-Écosse et de l'île du Prince-Édouard. Voilà. Ça englobe l'Acadie au complet. Et euh, en 1603, c'est. Comment il s'appelle? Mince. Pierre Dugas-Desmonts, qui devient le lieutenant général de l'Acadie. Quand on parle de l'Acadie en 1603, on parle d'un établissement français qui correspondra à peu près à combien de Français? Pas grand-chose, quelques centaines à peine, non? Oui, oui, c'est très peu. Sur le territoire au complet, là, euh, c'est toujours bien d'avoir une map là, quand on regarde ce genre de trucs-là. Là. Ouais, c'est vrai, Mais j'aurais peut-être dû faire le, ça. le territoire du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, puis on va dire l'île du Prince-Édouard, puis les petites îles qu'il y a alentour, c'est énorme. Ouais, c'est gigantesque. Ouais. Parce que là, on nous dit qu'en échange d'un monopole de traite d'une durée de 10 ans, ce dernier s'engage à établir 60 colons par an dans cette partie de la Nouvelle-France. C'est que Ouais. dalle.
C'est rien. C'est seulement pour dire que il faut avoir des colons pour être capable de survivre à cet endroit-là. Ah, c'est ça. On parle vraiment de survivance, là, on ne parle pas de... C'est-à-dire que dans les premiers temps, il n'y a pas de culture. On est d'accord. Non, non. Donc, C'est tout n'est que chasse ou des vives importées de la France, du continent. et, quels sont aux alentours de 1600, là, quelles sont les relations avec les... Est-ce que les Indiens viennent en aide à ces Français? Il y a de la relation, puis là, c'est toute mesure, là. Je ne veux pas dire trop de Mm. conneries, mais c'est amical parce qu'il y a des échanges, justement. Parce Ouais. que, bon, les Français apportent des choses aux Amérindiens que les Amérindiens n'ont pas. Puis en échange, c'est bon, on va vous donner de quoi survivre, puis Ouais. de quoi commencer à vous installer si vous voulez. Et là encore, il n'y a pas encore d'alliance de fait entre les... Non, On va y venir. ouais. On va y venir parce que Champlain, entre 1604 et 1607, il va, euh, il va explorer euh, la côte atlantique de la Nouvelle-Écosse et du New Brunswick, c'est ça, hein. Mhm. Entre l'actuel Boston, l'actuel Halifax, et donc les deux établissements français de l'époque, c'est-à-dire Sainte-Croix et Port-Royal. Ouais. Port-Royal Port-Royal, qui est la première colonie officielle oui, en Nouvelle-France. qui a une durée éphémère, il me semble, hein, c'est ça, hein. Oui, encore là, ça va venir plus tard avec notre conflit avec les Anglais. Ouais. Euh, des colonies comme ça qui sont échangées souvent entre Anglais et Français. Hmm. Euh, alors on nous dit que à cette époque-là, donc entre le Maine et Cape Cod, euh, il va faire 1500 km le long de la côte atlantique. Ça va. Oui, oui. C'est une petite promenade. 3 ans de promenade, tout va bien. Ben oui. Alors, 1608, il se dit qu'il faut retourner absolument dans la vallée du Saint-Laurent. Mhm. Et là, on nous dit qu'il va... C'est là, en fait, qu'il va fonder Québec. La fameuse Québec, Mais effectivement. ça s'appelle Stadacone. Stadacone, c'est le nom amérindien de Québec. Même encore, il y a des gens qui l'appellent comme ça aujourd'hui, mais c'est plus rare, là. C'est vrai? Oui, oui, mais tu rencontreras pas de gens qui vivent à Québec qui disent qu'ils viennent de Stadacone, ils vont dire qu'ils viennent de Québec, mais la plupart des gens savent que la ville de Québec, Ouais. c'est un nom que nous, on y a donné. C'était Et, pas le nom original, ouais. et Stadacone, c'est le nom Watawé ou c'est le nom algonquin? Si je me trompe pas, oui, c'est un nom algonquin. D'accord. Oui, parce qu'en fait, dans l'histoire, on nous dit que Samuel de Champlain va établir ce Québec parce que c'est une grande plaine et qu'il y a une belle falaise. C'est facile à C'est défendre. c'est très facile à défendre, puis en plus, euh, c'est comme une espèce d'entonnoir. C'est l'entonnoir du fleuve Saint-Laurent, en fait. Hmm. C'est un point d'arrêt. Oui, ça se rétrécit à cet endroit-là, donc Ouais. Et l'île qui est au milieu, là, est-ce qu'elle a une importance particulière à l'époque? Tu sais ça? Tu veux dire, quand on parle de à l'époque, si on parle de la première ligne de la colonie, Ouais, faut l'île d'Orléans. Parce que c'est oui, le goulot se fait parce qu'il y a cette île là. oui, oui. Mais au début, l'île d'Orléans n'est pas habitée, il n'y a pas rien. D'accord. Euh, il n'y avait pas de visée stratégique avec l'île d'Orléans, c'était vraiment le Ouais. plateau de Québec. Là. Ouais. Ils vont pas y planter un fort. Bah non, c'est pas l'époque des forts en fait. Non. D'accord. Alors, il va faire beaucoup de. Au préalable, il a fait quand même pas mal de cartographie, bien évidemment. Mhm. L'exploration, de l'observation et tout ça. Par contre, là, en fait, il veut revenir dans le Saint-Laurent parce qu'il cherche à établir le commerce des fourrures, hein, et il Mhm. cherche le fameux passage vers la Chine. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Euh,
Par où commencer? Oui. Ben, juste pour revenir sur Québec, là, parce qu'on a fait un bref survol, là, mais le premier hiver à Québec, la première année de Québec, on parle seulement de 28 colons. Oui. Ce qui est très peu. Et pendant l'hiver, presque tous meurent dû au scorbut, à maladie, à la fièvre, etc. D'accord. Fait que c'est la première année officielle de la ville de Québec, mais on parle de. Je pense qu'il y a 15 survivants à la fin de la première hiver, donc bon, C'est dingue. oui. On parle vraiment juste d'une colonie et non pas d'une ville là, à cette époque-là. Là. Mais C'est, le scorbut suffit à les tuer, en fait. oui, oui, parce que. Puis en plus, ils ont été relativement chanceux parce que euh, c'était comme la maladie des marins qui traversaient l'Atlantique, là, le Ouais, scorbut. Là. bien sûr. Pour ceux qui savent pas, le scorbut, en fait, tes dents te pourrissent. Euh, Ouais, c'est une En fait, c'est comme déficience. si tu pourrissais de l'intérieur. C'est une déficience en vitamine C. Oui, À force de manger tout le temps, notamment des, mince, de la viande salée. des rations, ouais, de la viande salée, ouais. Le fait aussi qu'il n'y a pas beaucoup de soleil, là, on se le cachera pas. On n'est pas le pays du soleil, là, ici. Là. Les hivers sont rudes, en plus. T'as pas on n'a pas de culture, donc il n'y avait pas d'apport en vitamines avec des légumes puis ces trucs-là. Oui, c'est ça qu'il Ouais. faut bien expliquer, effectivement. On peut s'étonner que ces gens au milieu de la nature ne puissent pas survivre. Mais en réalité, ils connaissent pas le terrain. Euh, Peut-être qu'ils chassent et encore. Euh, Mhm. les températures, elles descendent à combien à Québec l'hiver? Ça dépend Oui, des époques, mais à cette époque-là, en plus, on n'avait pas l'équipement qu'on a aujourd'hui, mais des hivers à Québec de -20, -30, ça se peut. Hein. oui, voilà, c'est ça. Ouais. Bon, bon, on peut se maintenir au chaud, mais on peut pas non plus aller creuser la terre pour aller bouffer des Non. racines, quoi. Enfin, je veux dire, En fait, t'as très peu de qualité de vie. ouais. Qui explique pourquoi les colons vont autant souffrir les premiers temps. Ouais. Mais alors du coup, Puis c'est les Amérindiens et tout local qui les ont sauvés. Hein. oui, c'est ça, c'est ce que j'allais te dire. Parce Ouais. que les Amérindiens vivent sur ce terrain et de ce que tu sais, moi je connais pas bien la nourriture amérindienne, mais je sais il y a cette légende, enfin cette légende, non, c'est pas une légende du tout. Il y a le pémican, Oui, le- alors c'est de la graisse avec de la viande et des baies, c'est ça? viande séchée et fruits mélangés, compactés. Vous savez, les petites barres énergétiques qu'on a en randonnée. Hein? Ouais. Bon, ben ça, c'est l'ancêtre. Le pémican, c'est la viande de survie. Pas la viande, mais la bouffe de survie par excellence. Voilà. Ouais. C'est facile à faire, Mhm. Ça se même. conserve extrêmement longtemps aussi. Et oui, voilà, c'est un gros avantage. Mais bon, bah, ils n'ont pas cette connaissance-là tout de suite. Mhm. Puis, euh, qu'est-ce que les Amérindiens vont nous apporter pour pallier à ce déficit de vitamines-là? C'est des infusions, beaucoup, avec du cèdre ou de la sève d'épinette Ah, infusée dans de l'eau bouillante. Moi, je m'en souviens quand j'étais jeune, mon père, quand on était malade, branche de cèdre dans le bois, infusée, ouais. euh, bien plein ça remplace la tisane. Là. C'est Bah, plein de vitamines. moi, je Ouais. le fais hein, dans mes montagnes. Je vais m'arracher un morceau de sapin et je le fais bouillir. C'est Mhm. bon, c'est vachement bon. Et Ouais, même c'est même bon au goût. Hein. ouais, froid avec du sucre, c'est parfait. Ouais. Ouais, il n'y avait pas de sucre par contre. Là. Ouais, C'était, moi j'en ai. Je suis pas un colon. Alors, Champlain va remonter. Il remonte assez loin, assez rapidement, parce qu'on nous dit que sur ce voyage-là, bon, après le premier hiver et tout, il va remonter jusqu'à la rivière des Iroquois, mhm. qu'on appelle la rivière Richelieu aussi. Hein. Donc Ouais, c'est la suite du Saint-Laurent. Alors je vous ouais. conseille quand même, j'aurais dû vous le dire avant, mais je vous conseille de vous munir d'une carte et de suivre nos élucubrations. Quand vous dépassez Québec, vous descendez jusqu'à Trois-Rivières, et quand vous descendez à Trois-Rivières, vous arrivez à Montréal à l'heure actuelle, Mhm. et là, vous avez un embranchement
Alors, soit vous continuez, soit vous remontez un peu au nord et vous êtes sur la rivière des Algonquins qui va jusqu'à Ottawa, c'est ça? Oui. Donc là, on parle quand même d'un voyage qui fait 300 km, à peu près. Environ. Puis là, on parle de... on n'est pas en calèche, on n'est pas en rien de tout ça, c'est à pied au portage, c'est-à-dire canot sur les épaules. Oui, alors ça, important ça, les canaux. Alors, est-ce que tu penses qu'à cette époque-là, ils ont déjà adopté les embarcations amérindiennes ou est-ce qu'ils ont encore des barques un peu à l'européenne? Non, déjà à cette époque, ils ont compris que le meilleur moyen de se déplacer sur le territoire, c'était de prendre ce que les populations locales utilisaient. Ouais. Fait que c'était le fameux canot d'écorce. Oui, en d'écorce, pas en pot. Non. Non, le canot d'écorce, c'est extrêmement particulier. Il y a même un documentaire de l'ONF qui monte, qui s'appelle César et son canot. Puis c'est un Amérindien qui fabrique son canot d'écorce de façon traditionnelle. C'est impressionnant. C'est impressionnant à voir, ouais. Et ça a une durée de vie relative, hein, je pense, un canot d'écorce. Oui, je veux pas parce que je veux dire, c'est quand même, ça finit par s'imbiber. Oui. Mais l'avantage avec ça, c'est que c'est facilement remplaçable. Oui, c'est un peu comme si ton canot d'écorce est brisé. Ouais, non, mais c'est ça. Ton canot d'écorce est brisé. Bon, tu vas chercher un boulot, tu le refais, puis ta structure est encore bonne. Mais... Ouais, voilà. C'est vraiment du consommable. Enfin, c'est vraiment vivre en harmonie avec l'environnement, quoi. Ça lui prend tellement pas de temps à faire. Je veux dire, un canot d'écorce, ça prend pas 4 mois à faire. Là. C'est pas. C'est ça. Donc il va remonter un peu après Ottawa. Alors on a identifié actuellement, ça doit s'appeler un truc comme que j'avais trouvé le nom tout à l'heure. On a changé de rivière, hein, parce que ça s'appelle la rivière des Outaouais maintenant, il me semble. Oui. Ben, quand dépassé Ottawa, comme tu disais, il y avait la rivière Richelieu, oui, voilà. La rivière Outaouais, puis plus que tu continues vers l'ouest, tu tombes à Ottawa, si je ne me trompe pas. Ottawa et oui, Ottawa, pardon. Oui. Je suis en train de me mélanger. Il y a Ottawa puis il y a Ottawa qui sont à quelques centaines de kilomètres de distance, les deux. Voilà, Fort Coulonge. Il y a une boucle là, à cet endroit-là, avec Fort Coulonge, Cottenham Island, tout ça. Donc en fait, il va arrêter son premier voyage à cet endroit-là. Juste après cette boucle. C'est sa première campagne, on va dire. Ouais. Il cherche un chemin facile pour aller en Chine. Ouais. Ça, le fameux chemin pour se rendre en Chine, en fait, tous les explorateurs de l'époque essayent de trouver un moyen plus rapide, plus efficace de se rendre en Chine que par la route actuelle qu'il y a sur le continent. C'était des bons cartographes, mais ils n'avaient pas encore, bien sûr, pris la dimension de ce territoire. Ouais, la notion de quand tu penses à l'Europe au grand complet qui peut rentrer dans 2 provinces canadiennes, bon, tu te dis, ok, il m'en reste encore 4 à traverser. Bon. Mais il ne pouvait pas le savoir. Là. De mémoire, j'ai pas la distance en tête, mais de l'Atlantique, si on essayait de tracer une sorte de ligne droite entre Québec et puis, je sais pas moi, la Colombie-Britannique, on parle l'île du Prince-Rupert, quoi, par là-bas. On parle de quoi, là, en kilomètres? Ben, en fait, de qu'est-ce que je sais, le Victoria, qui se trouve être en Colombie-Britannique, jusqu'à la pointe de Terre-Neuve, c'est une plus grande distance que de la pointe de Terre-Neuve à aller à Paris. Oui, c'est ça. Ça veut dire que une ville à Terre-Neuve est plus proche de Paris en France que d'une autre ville au Canada. Donc, ouais. C'est dément. C'est des milliers de kilomètres. 5000, si je ne me trompe pas, environ. Je crois qu'il y a environ 5000 km, mais qui ouais. Enfin, je veux dire, personne n'a jamais fait la traversée du Canada en ligne droite sur 5000 bornes. Non. Surtout pas à cette époque. C'est délirant.
Il y a quand même des étendues, là, on en parlait tout à l'heure, le Manitoba, le Saskatchewan, l'Alberta et le Klondike, là, il n'y a que dalle, quoi. Combien on a dit La- qu'il y la- avait le Yukon, il y a 38 000 habitants dans tout Il y le a 38 000 habitants sur le territoire au complet, qui est à peu près l'équivalent de l'Allemagne, même un peu plus grand. Ils sont 38 000 au lieu de 69 millions. Hein, il y a plus d'ours, en fait. ouais, un petit peu. Alors, Bref, ouais. on s'est arrêté là, à la campagne de 1611. Alors, je suis en train de regarder, mais tu sais, mon ami, que nous sommes à 58 minutes, nous sommes à 1 heure d'émission. Ah oui? OK. Et on n'a même pas parlé de la bataille de Ouais. Champlain, hein, du lac Champlain. Peut-être qu'on devrait peut-être faire une deuxième émission sur ça. Seulement sur la bataille du lac Champlain? Quasiment, enfin, sur la suite des aventures de Champlain et de la bataille. Oui. Et aussi on vous parlera, on l'a évoqué tout à l'heure, on va vous parler de quelque chose qui nous tient à cœur. C'est, comment il s'appelle-t-il euh, de, Dollar des Ormeaux. Oui, oui, Dollar des Ormeaux. Alors ça, Adam Dollar des Ormeaux. Mhm. On vous en parlera aussi la prochaine fois. Ouais. C'est la suite logique de Champlain et compagnie. Tout à fait. Ouais. Alors, nous vous remercions de nous avoir écoutés évoquer le début de l'aventure en Nouvelle-France. Je pense que je vais faire pas mal de séries là-dessus déjà à plus d'un titre. C'est-à-dire que déjà, la Nouvelle-France est quasiment jamais évoquée en France. C'est un fait historique méconnu. Et en plus de ça, dans ce marasme dans lequel nous vivons, je pense que ça nous fera du bien vivre ces aventures avec mon ami Alexandre. Je sais pas, qu'est-ce que t'en dis, toi? Tu veux dire quelque chose? Ah oui, mais c'est la même chose aussi. Il faut se rendre compte que c'est assez extraordinaire que ce que ces hommes et femmes-là ont accompli à cette époque-là. Tout à fait. On vous parle de Champlain depuis 1 heure, mais on n'a pas effleuré même pas la moitié de ce qu'il a fait. Là. C'est ça. Il chôme pas. Hein? Ah non, non, clairement pas. Et je pense que ces premiers explorateurs et tous ces gens qui ont construit la Nouvelle-France sont de véritables héros français en réalité. On devrait beaucoup plus parler d'eux. Donc je suis très heureux de faire cette émission avec toi, Alexandre. Et Moi aussi. puis on va continuer à s'amuser tous les deux à vous raconter ces aventures. J'espère que ça vous a plu. Et j'espère que ça vous plaira pour la suite. Donc c'était la première émission de cette année sur la chaîne du Colonel, en compagnie d'Alexandre, notre ami québécois. Oui. Tu veux rajouter quelque chose? Vas-y. Ben moi, petit mot de la fin. Soyez royalistes, comme dirait le colonel. Vive la France, vive le Québec libre. Ouais. Et vive le roi.